Chers auditeurs, bonjour. Afin de vous remercier de votre fidélité et d'animer notre communauté, nous avons décidé avec Alain Juillet d'organiser un jeu concours. Ce jeu concours va vous permettre de répondre à des questions autour de nos émissions et vous pourrez ainsi gagner un certain nombre de lots. Pour participer à ce jeu concours, je vous donne rendez-vous à la fin de notre émission où vous aurez les modalités qui s'inscriront sur un lien. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Vous avez invité un expert en la matière pour Absolument. resituer le poids de la France sur cette zone, qui est une zone aujourd'hui de premier plan, avec tout ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Oui, vous avez eu déjà, nous avons partagé avec vous plusieurs émissions sur l'Indo-Pacifique, une sur l'Indo-Pacifique en général, avec l'amiral Guillot, en particulier sur les problèmes de Nouvelle-Calédonie. On a fait une autre émission avec le général Scheffer sur proprement Taïwan. Là, c'était très technique sur Taïwan. Mais compte tenu du développement actuel sur ce qui se passe en Indo-Pacifique, compte tenu des réunions prochaines de l'OTAN, dans lesquelles on va nous dire qu'il est temps que l'OTAN bascule vers l'Asie, c'est-à-dire pour se battre contre la Chine en sortant de ce qui est la base même du traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord. Donc on va voir beaucoup de choses qui vont se passer. Bien sûr, vous vous souvenez tous de l'affaire des sous-marins australiens. Bon, alors, j'ai pensé qu'il était temps de faire un peu une analyse en essayant d'avoir une vision, comme toujours, la plus factuelle possible. Et alors, je ne vous cache pas que je suis tombé il y a quelque temps sur un rapport très documenté du comité de réflexion interarmée sur ce sujet et dont, je dirais, le rapporteur, le principal acteur, a été le général Henri Roux. Alors, le général Henri Roux, vous ne le connaissez pas forcément, mais c'est un officier des troupes de marine, donc c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière en dehors du territoire national, évidemment, dans les territoires extérieurs, à l'outre-mer, qui a eu l'occasion d'être responsable au niveau de l'état-major d'un certain nombre de pays dans lesquels aujourd'hui on dirait il y a les BRICS et pas mal d'autres. Et donc c'est pour ça que, à la lecture de ce rapport, je me suis dit que ça serait intéressant qu'on puisse dialoguer sur ce thème avec quelqu'un qui a fait une synthèse d'une vision qui est celle de la France, mais une vision de la France qui est celle de la France à travers un prisme dans lequel, évidemment, on regarde les choses froidement, factuellement, et on essaie de les comprendre. Alors, Henri, bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour, ravi de vous voir et merci d'avoir accepté de venir. C'est un plaisir. C'est gentil. Et je suis convaincu qu'on va pouvoir comme ça ouvrir les yeux ou compléter l'information de nos auditeurs sur ce problème de l'Indo-Pacifique. Nous avons eu récemment la réunion du G7 et dans cette réunion du G7, donc les pays, les grandes puissances occidentales, essentiellement, se sont réunis et on dit, une fois de plus, dit que voilà ce qu'il fallait faire au reste du monde. De l'autre côté, on voit les BRICS monter en puissance. Au départ, ils étaient 5. Maintenant, avec tous ceux qui veulent s'agréger, on est en train de passer la douzaine allègrement. Que c'est une véritable bascule des rapports de force, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau militaire, comme au niveau économique, politique d'ailleurs. Je crois que là, l'Occident est en voie de retrait dans sa gestion du monde. Il est concurrencé. Bon, le monopole des États-Unis, notamment avec la monnaie, mais également l'armée, est en but à l'opposition d'un certain nombre de pays qui visent à la multipolarisation du monde. Je crois que l'affaire ukrainienne aura été un révélateur parce que l'OTAN a montré ses limites. Je crois qu'il faut regarder les choses avec objectivité. Et les États-Unis, avec toutes les opérations qu'ils ont pu mener au travers de l'OTAN ou directement au cours des 30 dernières années,
ont fait la preuve du manque de cohérence dans leurs propos, dans leur façon de faire. On se rappelle ce que Wolfowitz a imaginé et que Colin Powell a dit à l'ONU, à propos de l'armement chimique des Irakiens. Ça a été un mensonge, mais il y en a eu plein d'autres. Et un tas de moyens de domination, dont le dollar et l'externalisation du droit. Ça ne passe pas dans un certain nombre de pays. Déjà, les pays européens ont du mal à l'accepter, mais les pays qui ne sont pas liés autant aux États-Unis récusent totalement cette façon de voir. Donc, dédollarisation. Et ça, c'est une affaire qui est menée par l'OCS et par les BRICS, donc par les Chinois, les Russes, mais pas seulement. Les Indiens aussi. Les Indiens aussi. Et les Saoudiens maintenant. Et les Saoudiens, vous vous rendez compte, les Saoudiens, ça c'est une défaite pour les États-Unis. Pourquoi ? Parce que après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle le pacte de Quincy. Oui, Quincy. Le pacte de Quincy. Quincy, c'était le nom d'un croiseur positionné sur le lac Amer, et c'est là que le président des États-Unis et le souverain saoudien se sont rencontrés pour signer un protocole. Les États-Unis assuraient la sécurité de la famille royale, la stabilité de l'Arabie saoudite, et en revanche, les États-Unis exploitaient le pétrole. C'est là qu'est né l'Aramco. Donc, que l'Arabie saoudite se tourne vers la Chine, se rapproche de l'Iran, c'est quand même une sacrée défaite qui n'est pas soulignée, à mon avis, suffisamment dans la presse occidentale. Donc, dédollarisation, c'est aussi une menace qui pèse sur les États-Unis. 31 000 milliards de dollars de dette. C'est énorme. C'est colossal. Et les systèmes d'échange évoluent. Vous connaissez le SWIFT, qui est celui qu'on utilisait jusqu'à présent, mais les Chinois et les Russes ont chacun le leur. Maintenant, les échanges se font entre monnaies nationales. Les Saoudiens, précisément, acceptent des yuan. C'était impensable. Oui, c'est une révolution. C'était impensable il y a 10 ans. C'était totalement impensable. Donc on arrive à ce qui est, dans les faits, une multipolarisation du monde, mais en réalité, une opposition fondamentale aux États-Unis et à leurs alliés. Donc en Asie-Pacifique, les États-Unis vont se trouver confrontés à cette réalité. En plus, 54% du PIB du monde est maintenant détenu par les BRICS. La Chine, c'est 22% du PIB mondial. Les États-Unis sont tombés à 15 ou 17%, et l'Inde est montée à 7%. C'est considérable, c'est une véritable révolution. Et là, l'Empire américain est soumis à une menace, plus qu'une menace, une agression, et je ne sais pas trop comment il va s'en sortir, s'il s'en sort. Quand on voit ça, la France, sous le président Nicolas Sarkozy, la France a décidé de revenir dans l'OTAN après 44 ans, où depuis le général de Gaulle, on avait pris notre indépendance tout en travaillant avec l'OTAN tout le temps, ayant d'excellentes relations. La question que je voulais vous poser, c'est pas de savoir si on a bien fait ou mal fait, mais si on n'était pas dans l'OTAN, est-ce que on ne se serait pas retrouvé dans la position une possibilité de position de médiateur dans une affaire comme l'Ukraine et dans les autres affaires d'ailleurs qui risquent, puisqu'on n'aurait pas été inféodé à l'un des camps et étant un très gros parmi les autres, est-ce qu'on n'aurait pas eu la possibilité justement de peser tout notre poids et de retrouver une crédibilité, je dirais, gaullienne? Alors, je suis pleinement d'accord avec vous. Il faut se souvenir aussi que Jacques Chirac s'est opposé aux États-Unis dans la guerre en Irak. Et il n'aurait pas pu le faire si, à cette époque-là, on avait été à nouveau dans l'OTAN. Il n'aurait pas pu le faire, ou très difficilement, ou ça aurait créé une crise considérable. Mais là, nous sommes totalement alignés, totalement inféodés. Je vous rappelle que le patron de l'OTAN est obligatoirement un officier général américain. Absolument. Bon, nous, si nous avons un commandement, c'est un commandement un peu marginal. Marginal. Et qu'est-ce que ça nous a apporté?
ça affaiblit notre dissuasion nucléaire. Alors je m'explique. À partir du moment où l'allié principal, c'est-à-dire le patron, hein, les États-Unis, admettent l'utilisation de l'armement nucléaire tactique, si jamais il y avait une utilisation de l'arme nucléaire, même tactique, nous serions à la merci, en tant qu'alliés, nous serions à la merci d'une riposte de l'adversaire. Donc on a dévalorisé notre dissuasion nucléaire. J'ajoute que la France est une grande puissance qui s'ignore en grande partie. Je veux parler de cet empire maritime qui est le nôtre, mais il y a la richesse de la France. Le PIB, c'est quelque chose, mais enfin bon, c'est relatif. Il y a le siège permanent au Conseil de sécurité. Il nous appartiendrait, à nous Français, de développer notre position au sein du Conseil de sécurité. Par exemple, nous avons la dissuasion nucléaire, mais je viens d'en parler. Hein. Et puis nous avions un certain nombre de positions en Afrique. Outre-mer, j'en ai parlé aussi, mais en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique? Nos amis africains sont en train de nous abandonner. Absolument. Vous me faisiez penser tout à l'heure, quand on parlait de l'affaire du traité du Quincy, là, donc entre Roosevelt et Ibn Saoud, en disant d'un côté, moi je vous garantis la sécurité, de l'autre côté, moi je vous protège en tant que roi, mais en contrepartie je vous prends le pétrole. C'est exactement le message de Wagner, qui est en Centrafrique, au Mali ailleurs, qui dit: je viens pour protéger le président et son équipe des Français qui cherchent à vous renverser, et vous me payez en mine d'or, vous me donnez la mine d'or. C'est le même principe. C'est exactement le même principe. C'est le même principe. Ce qu'il y a, c'est que les Américains, c'était le pétrole, et les Russes, c'est les mines d'or. C'est un parallèle tout à fait judicieux. Ouais. Ça me fait penser aussi à l'action des Chinois en Afrique et ailleurs. Bon, on pourrait parler des routes de la soie, de l'empire maritime et de l'empire terrestre. Mais les Chinois construisent, proposent énormément, et puis après font payer. Mais comme les pays sont endettés, ils mettent la main sur le pays. C'est comme ça que ça se passe. Et là, nous autres Français, qui avions des positions privilégiées en Afrique et qui étions écoutés dans le monde entier, nous avons là aussi perdu pied. Vous parlez maintenant des échanges entre l'Arabie Saoudite et la Chine en yuan. Mais quand même, la différence, c'est que le yuan n'est pas corrélé au système international. C'est-à-dire que c'est les Chinois qui émettent la valeur du yuan. Le dollar, au moins, il est corrélé avec toutes les autres monnaies. Le dollar, il vaut tant d'euros. Le yuan, c'est le gouvernement chinois qui évalue sa monnaie. C'est très bizarre que des pays qui vendent leur richesse, le pétrole ou autre, à une valeur d'une monnaie décidée par un gouvernement. Oui, c'est un fait de puissance. Oui, exactement. C'est un fait de puissance, comme le dollar, c'est un fait de puissance aussi. Deuxième point, s'il y a dédollarisation, ça peut peut-être intéresser des entreprises françaises qui, fut un temps, vendaient en Iran, et puis se faisaient taper c'est clair que... par les États-Unis avec des amendes monstrueuses comme la BNP. Et ainsi de suite. Exactement, mais c'est l'inquiétude des États-Unis, parce que l'externalisation du droit n'aura plus lieu d'être. Vous voulez pas qu'on vende en dollars? Bon, on va vendre en roubles, en yuan, en euros. On peut peut-être essayer de vendre en euros un jour. Oui, encore que... Encore là, l'euro, malheureusement, c'est un peu coincé. Ouais. C'est certain que tous les pays dont on parle sont en train de gagner leur indépendance par rapport au système du dollar et au système américain. Et que le problème qui va se poser dans le futur, c'est est-ce qu'on reste dans un environnement complètement inféodé aux Américains, ou est-ce qu'on essaie d'avoir une autonomie, une indépendance, et à quel niveau, hein? Exactement. C'est pas simple. Hein. Bon, et nous parlions de monnaie, mais l'euro, c'est une monnaie qui correspond à la richesse de l'Allemagne, je suis désolé de le dire, mais pas à notre économie. Une monnaie, normalement, c'est le reflet d'une économie. On est en porte-à-faux avec l'euro. Donc, est-ce que nous avons intérêt à continuer dans l'euro? Est-ce que nous avons intérêt, ce sont des questions qui vont se poser, ça. Est-ce que nous avons intérêt à continuer à soutenir une intégration européenne? Est-ce que nous avons intérêt à rester dans l'OTAN? Ce sont les questions qui, dans les 5 ans qui viennent, vont se poser de manière cruciale. Oui.
pour reprendre les bases du départ de votre fameux rapport, en définitive, à travers l'histoire de Taïwan, nous, on se rend compte quand même qu'on a un rôle essentiel parce que nous sommes la seule puissance, en réalité, nous sommes la seule puissance occidentale qui a réellement des intérêts et des territoires dans la zone. Nous avons des intérêts. D'abord, il y a 1,5 million à 2 millions de Français qui habitent cette zone. Nous avons des terres. Quand on dit que la France est 550 000 km², si on compte toutes les terres émergées, nous sommes à 676 000 km². Ce n'est pas pareil, hein, déjà. Mais nous avons des zones économiques exclusives, nous avons 11 millions de km², et depuis peu, nous sommes la première puissance maritime au monde, avec les réajustements récents qui prolongent le plateau continental. Donc nous sommes devant les États-Unis. En Asie-Pacifique, nous avons 7 millions de km². Ça n'est pas neutre. Ça n'est pas neutre, pourquoi? Parce que cette zone économique exclusive recèle des richesses formidables dont nous allons avoir besoin dans ce siècle. Il y a des terres rares, il y a évidemment du pétrole, 13% des réserves de pétrole non découvertes sont encore sous les océans, 30% du gaz, et puis il y a les nodules polymétalliques, je ne parle pas des richesses halieutiques, ça il y en a un peu partout, mais toutes ces terres rares et ces nodules polymétalliques qui contiennent des métaux importants pour les industries d'aujourd'hui et de demain, nous les avons chez nous. Il suffit d'aller les chercher. Et nous sommes propriétaires de ces fonds marins comme nous sommes propriétaires des terres. Ouais. Donc la France est directement intéressée par ce qui se passe là-bas. Nous y avons été impliqués depuis longtemps. Dès le XVIIe siècle, et je pourrais même remonter jusqu'à Louis XIV, de proche en proche, l'empereur de Chine a admiré les mathématiques, la science, le droit français, et a demandé aux jésuites de faire quelque chose d'à peu près semblable chez lui. C'est ainsi que les jésuites ont éduqué les enfants de l'empereur. Ils ont dessiné les jardins du palais d'été de l'empereur à l'image des jardins de Versailles, et ils ont négocié, vous vous rendez compte, ils ont négocié avec les Russes la frontière de l'Empire de Chine sur le fleuve Amour. Donc ça remonte assez loin, notre relation. Je pourrais dire aussi que nous étions présents au Vietnam avec, là encore, les jésuites, notamment Alexandre de Rhodes, au début du XVIIe siècle. Alexandre de Rhodes, pour information, c'est lui qui a fait l'écriture particulière des Vietnamiens. Et puis, il y a eu le débarquement en 1858 de l'amiral de Genouilly, qui était sur la frégate Catina. Et j'ajoute quelque chose, c'est qu'en 1787, donc 2 ans avant la Révolution, le roi Louis XVI donc, a signé un traité de coopération, c'est le terme d'aujourd'hui, hein, avec l'empereur d'Annam. Il y a aussi, mais on bascule un peu entre les deux, en Inde, où nous avons été longtemps présents, et où nous avons gardé les 4 comptoirs que nous connaissons. L'Inde, d'ailleurs. La France a une position privilégiée. Si l'hindi et l'anglais sont les langues officielles de ce pays, le français est la première langue étrangère obligatoire enseignée. Et ça, on ne le sait pas. Une autre relation un peu particulière, c'est avec le Japon, qui avait des relations avec la France. À la fin du 19e siècle et du 20e siècle, cherchait à développer son armée déjà, hein, et notamment sa marine. Et l'empereur a fait appel à la France. Pourquoi? Parce que nous avions à l'époque un ingénieur naval de qualité exceptionnelle qui avait fait de la flotte française la 2e au monde derrière les Anglais. Et cet homme s'appelait Émile Bertin. Émile Bertin est allé au Japon, il parlait le japonais d'ailleurs, et il a constitué la flotte japonaise qui a battu les Russes à Tsushima. À Tsushima.
Donc en définitive, on est légitime dans cette région. On est totalement légitime. Mais ça, il faut le totalement savoir légitime. aussi, parce Alors, que tu sais, si les gens nous critiquent, en réalité, on est là depuis toujours. Alors, on est là depuis toujours. Il y a une présence effective, ancienne, palpable, mais elle est regardée avec soupçon par les anglo-saxons. Je me rappelle, pour aller dans votre sens, pour les gens, ça passe, s'ils savent où c'est, mais on vous montrera une carte, parce que là, je pense que ce sera nécessaire. Les îles qu'on appelle les îles éparses, qui sont au sud de Madagascar, donc vous voyez, entre Madagascar et l'Afrique du Sud, donc dans l'océan Indien. Vous avez peut-être vu ça récemment. Madagascar veut les récupérer, en disant, c'est des îles près de chez moi, donc c'est à nous. Et il faut se souvenir du général de Gaulle, qui disait, à l'époque, qui avait dit que les Malgaches n'oublient jamais que nous étions sur les îles éparses avant que Madagascar existe. C'est-à-dire que les Français, ils étaient là depuis très longtemps. Donc on est chez nous. Absolument. Il faut bien le dire. Il faut le dire parce qu'on a tendance aujourd'hui, avec la décolonisation, avec tout ça, à dire « Ah oui, mais non ». Il y a des zones où on est arrivé, il n'y avait personne, où il y avait peu de monde, on s'est installé, on s'est développé et on est dans tout le Pacifique. C'est exact, je peux abonder dans votre sens. Le général de Gaulle avait même rédigé un mémoire pour le Quai d'Orsay en disant « Attention, je ne suis totalement hostile à ce qu'il y ait la moindre négociation avec n'importe quel pays alentour. » Et les îles éparses font partie, c'est le 5e district d'ailleurs des TAF, des terres australes et antarctiques françaises, qui elles aussi abondent cette zone économique exclusive. Il ne faut pas non plus considérer que ce sont des zones... Souvenez-vous, les îles Kerguelen ou les îles Crozet sont au Grand Sud, mais elles sont à nous. Hein. Elles sont à nous. Elles sont à nous. Maintenant, le problème, c'est effectivement, qu'est-ce qui se passe en définitive? Parce qu'on a les Américains qui font monter la pression sur Taïwan, nous l'avons évoqué, mais on peut encore en parler. On a les Taïwanais qui sont beaucoup moins enthousiastes aux idées ils ne sont pas plus pro-occidentaux que pro-chinois. Ils veulent garder leur autonomie. Et là aussi, il faut peut-être qu'on regarde de ne pas prendre un camp qui n'est peut-être pas forcément le même camp que ceux qui sont directement concernés. Donc ça, c'est un problème. Et puis derrière, il y a quand même les manœuvres qui se font aujourd'hui avec la Chine qui veut affirmer sa supériorité sur, on peut dire, la mer de Chine. Et puis de l'autre côté, les Occidentaux qui disent « Non mais attention, la mer de Chine, c'est une mer libre, en gros ». Oui, tout à fait. La mer de Chine, c'est à peu près la Méditerranée. Oui. Grosso modo, c'est la Méditerranée. Et elle est bordée par un certain nombre de pays, d'archipels, avec le Japon au nord, et puis la péninsule malaise au sud. Donc, il y a des communications qui se font au travers de cette mer, qui doit être une mer libre. Or, les Chinois ont, dès 1947, établi ce qu'ils ont appelé un tracé en 9 traits, la langue de buffle, qui a pour vocation à déterminer la zone, en quelque sorte, propriété de la Chine. Ça n'est pas admissible, c'est contraire au droit maritime international, et puis ça provoquerait, ça serait un casus belli, si c'était effectif, entre la Chine et les puissances alentours, dont le Japon, mais aussi les États-Unis, qui font tout pour maintenir la liberté de navigation. Dans le Pacifique, c'est une évidence, mais aussi dans cette mer de Chine du Sud. La Chine, elle, évidemment, elle a intérêt, parce qu'elle est encagée d'une certaine manière en mer de Chine. Elle ne peut pas aller très difficilement, ou en tout cas avec peu de discrétion, au-delà de la mer de Chine. Et les Américains, eux, ceux qui les suivent aussi, bien sûr, ont intérêt à maintenir la Chine dans cette espèce de prison, ce que les Chinois n'admettent pas, évidemment. C'est pour ça aussi qu'il y a ce débat sur Taïwan. Taïwan étant évidemment à la fermeture de cette zone. Si je me souviens bien,
Ce qui est frappant, c'est que la circulation sur les mers est gérée par un traité, le traité de Montego Bay, Montego Bay, oui. qui définit bien les eaux territoriales, les eaux internationales, on peut circuler dans certaines modalités et autres. Et il y a un pays qui ne l'a pas signé, c'est les Américains. Oui. Donc comment on peut expliquer que les Américains exigent des Chinois de respecter un traité qu'eux n'ont pas signé? Ça, À votre avis, c'est pas une colle, c'est pas. Ouais, parce que c'est des questions que je me pose. C'est une des nombreuses contradictions des États-Unis. Les États-Unis considèrent que le droit s'applique aux autres, mais oui. pas à eux. On peut remonter à la destinée manifeste, à la doctrine de Monroe, le 5e président des États-Unis, au corollaire de la doctrine de Monroe, et puis à cette ambition démesurée depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, et puis tous les mensonges qui ont été véhiculés par les États-Unis. Évidemment, ce qui leur convient devient du droit, mais ce qui ne leur convient pas n'en est pas. C'est les contradictions de ce pays. Pour reprendre donc alors notre position dans l'Indo-Pacifique, bon, nous avons des territoires, on l'a dit, on a un certain nombre d'îles, de plus de tailles variées, un peu placées un peu partout. Et vous qui êtes un militaire, comment on défend ça? Lors de la dernière campagne présidentielle, j'ai proposé aux candidats la création de ce que j'ai appelé un CNEMO. CNEMO, par allusion évidemment au capitaine du Nautilus, et c'était le Centre national d'exploitation des mers et océans. Ça a été pris, ça a été accepté. Je n'ai plus entendu parler. J'imaginais que ce CNEMO serait à l'image du CEA, donc l'exploitation de nos fonds marins. Mais il est évident que le corollaire de la création de ce centre d'exploitation des mers et océans, c'était une défense. Une protection de ces ressources. Or, vous savez l'état de notre armée, de notre défense, il nous faudrait de la marine, il nous faudrait de l'aviation, et il nous faudrait des troupes capables d'être projetées. Oui. Or, là, on nous parle, je suis désolé de dire les choses crûment, mais on nous parle de haute intensité. C'est vrai qu'il y a de la haute intensité, mais pour la première fois dans l'histoire de France, la France n'est pas au contact. La France métropolitaine n'est pas au contact. L'Ukraine, c'est loin. Et avant, si on considère que la Russie est à nouveau l'ennemi conventionnel, avant que les troupes russes arrivent en France, il se passera, il coulera de l'eau sous le Dniepr. Donc, je crois qu'il faut réfléchir à qui est notre ennemi véritable et préparer une armée en fonction de cet ennemi supposé. Et si nous basculons pour notre sécurité et pour notre développement, j'insiste là-dessus, sur l'Asie-Pacifique, il nous faut un tout autre type d'armée que ce que, à mon avis, certains sont en train d'imaginer. Il faut effectivement une marine, il faut une armée de l'air et des troupes de projection qui ne sont pas obligatoirement sous blindaille. Vous disiez tout à l'heure le chiffre, la taille de la zone que nous avons à surveiller. Voilà. Et puis, je crois qu'on doit avoir 3 bateaux. Enfin, et encore. Oui, et encore. Et puis notre malheureux porte-avions ne va pas dans l'Asie-Pacifique, lui, dans le Pacifique. Et on envoie une fois par an une frégate dans l'Indo-Pacifique. Elle est passée au large de Taïwan, là, récemment. Exactement. On l'a envoyée, elle a traversé le Pacifique, donc, elle est passée à Taïwan, elle est repartie parce qu'il fallait qu'elle rentre. On est dans des contradictions absolues. Je parle de ce porte-avions. Ce porte-avions, il est en Méditerranée, la plupart du temps. Mais en Méditerranée, n'importe quel aéronef peut faire bien sûr, il faut... traverser la Méditerranée en longueur et en largeur. Donc, est-ce que c'est sa place? Est-ce que on peut aller plus loin? Est-ce qu'il est vraiment utile? C'est là où on voit aussi le problème que nous avons, à savoir un constat. Tout le monde est à peu près d'accord. Et puis derrière, les moyens d'y répondre. Et là, on s'aperçoit qu'entre la volonté et la capacité, il y a un écart considérable. Ah oui, absolument. C'est bien absolument. Ça. Pour répondre aux défis du XXIe siècle, il faut prendre des décisions fermes. Il faut faire le constat et puis répondre au constat. Je crois que c'est sur ces questionnements qu'on va arrêter notre émission d'aujourd'hui. Là, on est au cœur de la géopolitique. Il n'y a pas d'autre terme.
Et je dois remercier le général qui a eu la gentillesse de venir participer à cette émission. Et je pense que à travers tout ce qu'il vous a expliqué, eh bien, ça a pu éclaircir un certain nombre de points pour vous tous. Et que ça nous permettra de rebondir d'ailleurs dans les émissions suivantes lorsqu'on reviendra sur ces problèmes sous d'autres axes, avec d'autres experts, mais avec toujours le but de bien comprendre et de décoder ce qui est en train de se passer, non pas dans le domaine du rêve, mais dans le domaine du factuel. Eh bien, effectivement, là, nous avons soulevé des grandes questions et des grands points d'interrogation pour les 5 ans à venir. Et tout ça, effectivement, sur Openbox TV. Et on vous remercie de votre fidélité et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Pour participer à ce jeu concours, vous pouvez cliquer sur ce lien qui apparaît à l'écran. Vous verrez les modalités pour participer à ce jeu. Je vous souhaite bonne chance et les gagnants seront tirés au sort à la fin de chaque mois et vous serez informés, bien évidemment, si vous avez gagné les différents lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.